Alors, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Cédric Berger, le président de cette association qui est créée il y a quelques années en Suisse, la Swiss Association for Value, qui promeut justement l'analyse de la valeur en Suisse. Ces associations existent partout dans le monde, sauf en Suisse. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, bah, tiens, il faut qu'on le développe également en Suisse et faire connaître les bienfaits de cette analyse de la valeur. Donc c'est notre rôle. Vous êtes ici présent parce que vous allez découvrir les bienfaits de l'analyse de la valeur au Canada. Et peut-être que ça vous donnera des idées pour chez vous en Suisse. Je reviens justement parce que j'étais intrigué, voilà, parce que faisait Lucie au Canada. Alors je suis parti un mois en immersion, là j'en reviens. Ah, vous voyez, c'est pour ça que j'ai laissé pousser la barre, comme ça j'étais dans l'esprit québécois. Et j'ai vu. Donc voilà, vous verrez, je pourrais vous donner un peu ce que j'ai vu. Et c'est vrai que c'est assez séduisant et impressionnant ce qu'ils font là-bas avec l'analyse de la valeur. On a construit des routes, on a construit des fours métallurgiques, on a reconfiguré des MJC, des mouvements de jeunes et tout. Voilà, et c'était impressionnant. Donc c'est toute cette expérience, une expérience qu'a Lucie Parot depuis 30 ans. Donc, vous voyez, d'ailleurs, ça se voit sur ses cheveux, c'est ça? C'est ce que tu dis toujours en introduction. Alors, je ne me serais pas permis autrement. Donc, cheveux blancs qui démontrent son expérience et pratiquement plus de 20 ans dans l'analyse de la valeur. Près de 30 ans. 30 ans même dans l'analyse de la valeur. Donc, elle a de quoi vous expliquer comment ça fonctionne. Et écoutez, merci encore à Lucie de venir évangéliser la Suisse de ses bonnes pratiques canadiennes. Je sais qu'on aime beaucoup d'ailleurs échanger entre le Québec et la Suisse. Donc merci encore de ta venue. Et puis je te laisse le stage, hein, c'est ça, le floor, comme vous dites. Le plancher. Alors voilà, je me présente. Cédric m'a présenté. Mon nom est Lucie Parot. Je suis ingénieure de formation de l'École polytechnique de Montréal et graduée depuis près de 40 ans. Mais ça fait 30 ans que je fais que de l'analyse à valeur. J'ai mon bureau, j'ai appris à faire l'analyse à valeur il y a 30 ans. J'ai mon bureau de consultation en analyse à valeur. J'offre des services en analyse à valeur. On est un petit bureau. Il n'y a que des petits bureaux en analyse à valeur à travers le monde. Et il n'y en a pas encore en Suisse. Donc, on vient supporter Cédric un peu dans sa démarche pour créer éventuellement un bureau en analyse à valeur en Suisse. Et ce que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est des exemples de ce qui se fait au Canada dans différents domaines. J'ai beaucoup de clients, mon bureau a beaucoup de clients, beaucoup de différents domaines aussi. Aux États-Unis, souvent, les entreprises en analyse à valeur sont spécialisées. Ils font de l'analyse à valeur dans un domaine, dans les mines, par exemple, ou bien dans l'informatique, ou bien dans le traitement des eaux usées, ils sont spécialisés. Au Canada, le marché est beaucoup plus petit qu'aux États-Unis, donc il faut être beaucoup plus flexible. Et donc, on fait de l'analyse à valeur dans tous les domaines. Donc, autant dans les domaines de la construction, de bâtiments, routes, infrastructures municipales, que dans des domaines plus soft, même en technologie d'information, dans des domaines plus secteur manufacturier aussi. Secteur manufacturier, technologie d'information, construction. Donc, on en fait dans plusieurs différents domaines parce que le marché est plus petit au Canada. Donc, on ne peut pas se spécialiser. Donc, je vais vous présenter différentes expériences, différents exemples pour vous, que vous regardez ça et vous dites, ça pourrait se faire chez nous ou ça pourrait m'intéresser de faire quelque chose dans le genre. Donc, allons-y. J'aimerais ça rapidement savoir, dans les gens qui sont ici, est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés ou spécialement dans le domaine de la construction? Architecte, ingénieur, route, OK? D'accord. Ensuite, dans le secteur manufacturier, la fabrication de produits. D'accord, je vais essayer de vous donner des exemples. Ceux que j'ai là, ils ne seront peut-être pas toujours pertinents, mais ça va quand même. Je vais vous demander de faire l'effort de penser
comment ça pourrait être transféré chez vous. Chez vous particulièrement, je ne connais pas vos domaines. Quand vous dites fonction publique, là, ça peut être très large. Donc, je ne sais pas dans quel domaine exactement vous êtes, mais on va voir comment tout ça peut être utilisé. Dans le domaine d'analyse de valeur, la définition de valeur qu'on utilise, c'est le ratio entre la satisfaction, le niveau de satisfaction des besoins de vos clients ou de vous-même par rapport au coût, aux différentes ressources qu'il faut utiliser pour satisfaire ce besoin-là. Donc, c'est vraiment pas quand on dit OK, la valeur de ça, c'est 5 000 francs. Ça, c'est un coût. La valeur, c'est qu'est-ce que ça va vous apporter, quels besoins ça va satisfaire chez vous par rapport à ce coût-là. Donc, si vos besoins sont très satisfaits à un certain coût, vous allez trouver que cet objet ou ce service a une grande valeur. Si vous avez un service ou un objet qui va satisfaire peu vos besoins à un coût que vous trouvez assez élevé, vous allez dire que ça n'a aucune valeur pour moi ou très peu de valeur parce que ça ne satisfait pas mes besoins. Donc, dans la notion de valeur, et à chaque fois que je vais mentionner le mot valeur, pensez le ratio entre les besoins à satisfaire, le niveau de satisfaction de ces besoins-là par rapport au coût à payer pour ça. Donc, ce n'est pas, si vous étiez ici en pensant, on va parler de valeurs humaines, l'empathie, la gentillesse, la transparence, des valeurs comme ça, ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'accord? Alors, satisfaction des besoins par rapport au coût. Alors, les usagers au Canada, plusieurs usagers, on a les gens, évidemment, des villes, les grandes villes, Montréal, Québec, Laval, Granby, Calgary, Edmonton. Ce sont des villes qui ont des projets, c'est des villes qui grandissent, donc ils construisent des ponts, des routes, des hôpitaux. Qui était dans les hôpitaux, là? En construisant ça, ils utilisent la démarche d'analyse à valeur pour d'abord bien identifier leurs besoins et trouver un projet qui va répondre à ces besoins-là au meilleur coût possible. Donc, ces villes-là s'en servent. Il y a toutes sortes d'agences ou de ministères. Ça, c'est notre terminologie. C'est sûr, chez vous, vous appelez ça autrement, probablement. Par exemple, la Société québécoise des infrastructures, c'est l'agence gouvernementale qui s'occupe de tous les bâtiments et de tous les biens qui appartiennent au gouvernement du Québec. Alors, c'est souvent des bâtiments pour la fonction publique, des hôpitaux, des routes, des ponts. Tout ça, ça appartient au gouvernement. Donc, cette société-là s'occupe de toutes ces infrastructures-là. Même chose en Alberta, même chose en Ontario. Transport Ontario, c'est l'agence gouvernementale qui s'occupe de toutes les routes, particulièrement routes et ponts. Mais on fait affaire aussi avec des commissions scolaires. Alors, c'est des regroupements d'écoles qui doivent rénover ou améliorer une école. Puis, différents groupes. Au gouvernement, c'est couramment utilisé, mais dans le privé aussi. Donc, une banque qui doit se construire un nouveau siège social, par exemple, utiliserait cette démarche-là pour optimiser son siège social. Une fois que ces clients-là l'utilisent sur des choses concrètes, techniques, hard, ils comprennent la démarche et là, ils l'appliquent sur des choses plus soft. Alors, ils l'appliqueraient, par exemple, dans les banques sur des services bancaires. Ils diraient comment je peux satisfaire les besoins des clients qui vont utiliser ce service-là au meilleur coût possible. Donc, quand les gens apprennent comment ça fonctionne, ils comprennent comment ils peuvent l'utiliser dans d'autres secteurs chez eux. C'est ça qui est intéressant pour une firme qui offre des services. On fait évoluer les clients dans cette démarche-là pour qu'ils apprennent à l'utiliser un peu partout. Donc, où est-ce qu'on intervient? Le value engineering peut intervenir dès le concept. Alors, si vous avez un projet, que ce soit un projet de définir un nouveau service bancaire, ou construire une nouvelle école, ou construire un nouveau pont, il faut d'abord s'attarder et identifier un premier concept. Et là, on peut, dès le départ, faire une analyse de ce concept-là. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction avec ce projet-là? Est-ce qu'on est trop gros? Est-ce qu'on est trop petit? Est-ce qu'on est bien aligné sur les besoins de nos clients? Donc, on peut faire une première démarche là. Évidemment, quand ici, ça, c'est très vocabulaire technique, ingénieur, si vous voulez, mais dans votre domaine, par exemple, en informatique, là, quand on parle de production, c'est quand on parle de coder, écrire des lignes, c'est la même chose. Mais une fois le concept bien aligné, à ce moment-là, on tombe dans l'étape détail, où on va faire les plans détaillés.
Alors, les plans détaillés, c'est des plans de bâtiment quand on est architecte, mais quand on est dans un service, ça peut être, bien, voici comment le service va être délivré, voici comment la prestation de service va se donner. On commence à définir qui va faire quoi, comment. On travaille beaucoup avec les business analysts à ce moment-là. Et finalement, quand on tombe à l'étape production, réalisation, fabrication, construction, bien, on peut quand même faire l'analyse à valeur à ce moment-là pour optimiser le système de production, le système de réalisation. Si vous faites une seule analyse à valeur à ce moment-ci, c'est un peu triste parce que des fois, on va trouver des erreurs, mais on va dire « Hé, on est parti sur une mauvaise tangente, mais là, on est rendu loin. » Alors, on recommande beaucoup de faire une première analyse à valeur dès le début du projet pour bien cerner quels sont les besoins qu'on cherche à satisfaire avant d'aller trop loin dans la définition du service ou du bâtiment ou de la route ou n'importe, ou du logiciel. Si on va trop loin puis on se dit « Hey, on ne s'est jamais posé la question comme il faut » et là, on a pris une tangente et puis on s'éloigne un petit peu et là, il faut revenir. Et puis là, il y a des mois de travail peut-être qu'il faut reprendre et puis personne n'est content. Alors, on suggère de le faire le plus tôt possible. Évidemment, le plus tôt et le mieux, c'est de travailler, d'intervenir. On intervient souvent au niveau des besoins, l'élucidation des besoins, comprendre les besoins des clients. L'approche analyse à valeur ne va pas préconiser d'aller rencontrer chaque client individuellement. L'approche analyse à valeur va dire assoyons les clients ensemble, les différentes personnes impliquées dans ce projet-là, et on va en parler ensemble. Comme ça, quand monsieur ici dit ben, moi j'ai un besoin comme ça, et madame de l'autre côté dit ouais, moi aussi j'ai le même besoin, puis monsieur là-bas dit ouais, mais moi mon besoin il va à l'encontre de ces deux-là. Comment on peut tout faire fonctionner ça ensemble et capturer les besoins pour que nos concepteurs conçoivent le bon projet après. Alors, on intervient donc très tôt au niveau d'analyse des besoins, mais ensuite au niveau du concept, la fabrication, de la production du produit, et ensuite la réalisation elle-même. Bon bouton, voilà. J'ai appris. Type de projet qu'on voit en analyse à valeur, vous pouvez les lire aussi bien que moi, je ne sais pas trop où me placer là. Assainissement des eaux, c'est là qu'on a commencé au Québec. C'est donc excitant de commencer dans les eaux usées, mais c'est comme ça. Les hôpitaux, rénovation d'hôpitaux, construction d'hôpitaux. École, centre aquatique. Dernièrement, on a fait un centre aquatique avec une piscine pour les tout-petits, une piscine olympique, semi-olympique, pardon, et une piscine pour le plongeon dans le même bâtiment. Alors, des gros centres aquatiques. Bibliothèque. On a fait une bibliothèque qui a gagné des prix d'architecture dernièrement. On a fait l'analyse à valeur de ce projet-là. On n'a pas fait l'ingénierie de l'architecture, on a fait l'analyse à valeur de ce projet-là. Des parcs, esplanades, complexes sportifs, musées, théâtres, immigration. Oh, c'est quoi ça? Ben, le système d'immigration au Québec, qui n'est pas spécial, là, mais il est québécois, voilà. Et ils avaient des problèmes il y a quelques années, donc ils ont demandé de réviser le processus. Un système de réservation. Donc, à Montréal, le système de réservation pour les personnes handicapées qui voudraient prendre l'autobus, les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées qui ne veulent pas prendre l'autobus ordinaire. Donc, il y a des mini-autobus pour ces personnes-là, mais il faut réserver d'avance. Donc, le système informatique là, qui sert aux agents pour prendre les réservations et tout ça. Donc, ça, c'est un projet dans les pays. Un garage. Vous avez la ville grandit, les transports publics doivent développer un nouveau réseau et on peut à ce moment-là dire, bien, vu qu'il y aura beaucoup de nouvelles lignes dans ce nouveau secteur-là, il faudrait implanter un nouveau garage pour l'entretien et le garage des autobus. Des choses à l'aéroport. Donc, c'est sûr que bâtiment, architecture, structure, tout ça, mais aussi, dernièrement, à l'aéroport de Toronto, ben, tous les aéroports canadiens devaient élever d'une coche la sécurité sur le tarmac. Donc, ça amenait des contraintes d'opération. Donc, on a fait l'analyse à valeur sur qu'est-ce qu'on doit implanter dans les aéroports du côté du tarmac pour avoir cette coche au-dessus au niveau de la sécurité.
Les systèmes informatisés géomatiques, statistiques, la circulation des systèmes de gestion de projet. Ces systèmes informatisés-là doivent répondre à des besoins particuliers et il y a un budget limité. Donc, il faut s'assurer qu'on répond à plus de besoins possibles à l'intérieur de ce budget-là, ou au moins de contrôler les coûts pour ne pas dépasser les coûts trop, de façon que les coûts s'emballent. Alors, un atelier d'analyse à valeur, quelques buts. Premier but, prendre des décisions informées. Okay? Vous avez toujours des décisions à prendre en tant que gestionnaire de projet. Ben, des fois, on prend des décisions et on dit « Ouf, j'espère que c'est la bonne décision ». Ben, en utilisant ces outils-là d'analyse à valeur, ça va vous aider à avoir les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. Et surtout quand vous devez investir des gros montants, c'est intéressant. Alors, un gros montant pour vous, c'est peut-être 10 millions, pour vous, c'est peut-être 5 millions, pour vous, c'est peut-être 100 millions. Mais quand il y a un gros montant et qu'il y a un risque associé au projet, ça vaut la peine d'utiliser ces outils-là. Évaluer la performance d'un projet ou l'améliorer. Quand je vous parlais de satisfaction des besoins, alors est-ce qu'on les satisfait à 100% nos besoins, ou à 50% ou à 80%? Mais comment mesurer ça? Il y a des outils en analyse à valeur qui permettent de mesurer ça. Utiliser des équipes innovatrices. L'analyse à valeur, ça se fait en équipe. Ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Donc, on essaie de bâtir une équipe qui va pouvoir innover pour mieux répondre aux besoins. Avec les outils, les outils d'analyse à valeur, ça va les aider. Mauvais bouton encore. Je vais finir par m'habituer avant la fin de la présentation. Identifier, sélectionner, évaluer des alternatives qui créent de la valeur. Ah, on se ramasse des fois avec 2, 3 possibilités. Ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Les deux sont intéressantes. Celle-là un peu plus de ce côté-là, celle-là un peu plus de ce côté-là. Comment on fait pour choisir? Mais faire le choix basé sur la valeur que chaque alternative crée pour l'entreprise, c'est une bonne façon de faire le choix. Sauf qu'il faut savoir comment identifier cette valeur-là, comment la mesurer. Les outils d'analyse à valeur. Finalement, faire la démonstration des décisions qui ont été prises. Particulièrement si vous êtes dans la fonction publique, au gouvernement, et que c'est l'argent public qui est investi. La transparence est primordiale. N'importe quel citoyen pourrait remettre vos décisions en cause. Je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais au Canada, ça ne gêne pas. Ceux qui veulent remettre des décisions en cause ont le droit de le faire. Et c'est de l'argent public, donc il faut être transparent pour pouvoir dire « il n'y a pas une petite situation ces jours-ci qui s'est passée à Genève, là, je ne suis pas trop au courant, mais je voyais les grands titres, là, qu'il y avait des choses un peu bizarres qui se passaient. » Non. Transparence, transparence, transparence. Avec l'analyse à valeur, c'est tout documenté, les décisions sont documentées et tout ça. Donc, on voit qu'est-ce qui se décide. Durée des interventions, l'analyse à valeur. Évidemment, si vous avez un petit projet, on peut faire une analyse complète en une vingtaine d'heures. Mais si vous avez des projets énormes, il faut parfois les séparer en sous-projets. Chacun peut prendre 30-40 heures. Moi, j'ai fait l'analyse à valeur d'un projet de 1 milliard de dollars, qui était l'implantation d'une fonderie n'importe où sur le globe, dans le secteur des mines. Bien, en une semaine, on a quand même fait l'analyse à valeur de l'ensemble du projet. Mais on était comme en avion, là, à 40 000 pieds d'altitude. On voyait le projet, là, des grands blocs. C'est ça qu'on essayait d'optimiser, le concept du projet. Ensuite, il a été décomposé en 7 sous-projets. Et chacun des sous-projets a passé dans la moulinette de l'analyse à valeur pour être optimisé. Donc, ça a pris presque une semaine pour chacun aussi. Donc, au bout de la ligne, ça a été 6 semaines, 7 plus 1, 8 semaines. Mais un plus petit projet se fait en 2-3 jours. Même démarche, on y met juste plus de monde. Quand c'est des gros projets, on prend plus de temps. C'est plus lourd à analyser. Mais de base, c'est la même démarche. Donc, on doit convenir avec le gestionnaire du projet, le propriétaire du projet, comment on va le découper, comment on va l'analyser. C'est le rôle du spécialiste en analyse à valeur de suggérer une approche pour que ce soit le plus efficace possible.
Statistique, combien ça coûte faire une analyse à valeur? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Ce serait bête hein, de parler d'analyse à valeur, puis finalement, au bout de la ligne, ça ne vaut rien. Non, ce n'est pas le cas. Quelques exemples. La ville de Calgary, ils ont un champion chez eux qui garde toutes sortes de statistiques. Le coût moyen des ateliers, 80 000 mais le coût moyen des projets était de 6 millions à 523 millions de dollars. Le retour sur l'investissement de 130 sur 1, ça veut dire que pour chaque dollar investi dans un atelier d'analyse à valeur, ils ont trouvé 130 $ d'économie sur les projets. Mais c'est ouais, alors. En moyenne. Ouais, et puis c'est pas forcément que des économies financières, ça peut être une meilleure adéquation avec les besoins. Et des fois, c'est le temps aussi. Un projet ouais. qui va pouvoir se réaliser plus rapidement. Ça vaut de l'argent au bout de la ligne, ce temps-là. Okay? Donc, c'est vraiment là, très pertinent de le faire. Puis quand tu mets 80 000 $, c'est pas le coût de ton bureau, mais c'est bien le coût de tout le monde. C'est ça le coût de 2 jours. Il peut y avoir 20 personnes autour de la table pendant 2 jours. Ça coûte cher ou 4 jours. Donc, ça peut, voilà, c'est vraiment le coût global de ce que coûte un atelier. C'est pas le coût du. Et leurs coûts sont assez élevés parce que ces gens-là ont décidé qu'ils font toujours leurs réunions dans un hôtel. Alors, tout le monde s'en va 2 jours à l'hôtel ou 3 jours ou 4 jours. Alors, ils payent les chambres et tout ça? Oui. Bon, excepté si vous habitez à côté de l'hôtel, mais souvent, c'est des experts externes à la ville qui viennent, donc ils les logent. Et donc, ça vaut vraiment la peine. Un retour sur l'investissement comme ça, il ne faut pas lever le nez là-dessus, c'est très important. Alors, donc, je vais passer à des exemples concrets pour que vous compreniez. J'en ai 1 ou 2 dans la construction, puis après ça, j'en ai 1 ou 2 dans d'autres domaines. Par exemple, le centre aquatique ici. Un beau bâtiment en rond, tout vitré, c'est magnifique. Le premier projet, donc le budget alloué par la ville, ça c'est un projet municipal, le budget alloué par la ville, 41 millions de $. Pas un sou de plus. Quand c'est voté par le comité exécutif de la ville, je ne sais pas chez vous les noms, là, mais quand le comité, le maire de la ville et ses acolytes disent c'est 41 millions de $, pas un sou de plus, vous n'avez pas le droit d'arriver à 41 millions de $ et 2 sous, ça ne passe pas. Donc, il faut rentrer dans le budget. Les architectes, les ingénieurs font le premier design, le premier concept. Première estimation, 48 millions de $. Oups, problème. La ville de Laval est un peu habituée de travailler avec nous, nous appelle, on a un problème, on a un projet qui est trop cher, il faut le rentrer dans le budget. On fait une analyse à valeur. Donc, quels sont les besoins qu'on cherche à satisfaire? Quelles sont les solutions qu'on va utiliser? Puis, est-ce qu'on peut trouver des solutions moins chères qui vont répondre quand même aux besoins à moindre coût? On fait l'exercice et la cible de réduction de coût de 20 % a été atteinte. Donc, le but était, est-ce qu'on peut identifier des choses à réduire ou à retirer sans nuire à l'objectif du bâtiment, qui était de permettre l'apprentissage des sports aquatiques, tenir des événements aquatiques et évidemment les opérations de ce bâtiment-là, sécuritaires et tout et tout. Donc, ils ont trouvé des idées pour réduire la taille du bâtiment sans réduire la taille des piscines à l'intérieur du bâtiment. Et réduire les coûts des bâtiments en réduisant, par exemple, la hauteur libre au-dessus du bassin de natation. Donc, ça n'empêchait rien, mais ça sauvait des coûts. Réduire la hauteur libre au-dessus du bassin récréatif. Le bassin pour les tout-petits, on avait 10 mètres au-dessus de ça, 15 mètres. On peut descendre à 10 mètres et puis ça va être aussi performant. Donc, des choix architecturaux qui ont été faits. Et autres choix. Donc, pour ce centre aquatique-là, ce qui est intéressant, je pense que je vais revenir tout de suite. On a pris tous les coûts, les systèmes de filtration, le système architectural des murs, la toiture, les puits de lumière, le chauffage, la ventilation, tout ça, et on les a distribués sur les fonctions. Donc, chacune des fonctions, par exemple, collecter les eaux de pluie, quelle était la solution envisagée? On mettait des bassins souterrains et des réservoirs pour 445 000 $. Alimentant en eau, le branchement de l'aqueduc coûtait 42 000 $. Rentrer et sortir les marchandises, un quai, salle de déchets, monte cher, 175 000 $.
etc., etc. Toute la fonction opérer le centre coûtait 3,6 millions, 4 millions, un total de 4 millions. Donc, en ayant ça, on pouvait distribuer les coûts sur les fonctions. Ça, c'est des outils d'analyse à valeur. Donc, la fonction faire les activités aquatiques, qui est vraiment la fonction de base d'un centre aquatique, c'est d'aller se baigner, soit avec les tout-petits, soit s'entraîner dans le bassin olympique, soit faire du plongeon dans le bassin plongeon. Bien, ça ne coûtait que 45% du coût du bâtiment. Tout le reste, c'était en support de ça. Entre autres, accommoder les usagers. Bon, les vestiaires, on est au Québec. Il faut des vestiaires. On ne peut pas se présenter à la piscine en maillot de bain. Il fait moins 20 dehors. Donc, c'est sûr qu'on a des manteaux, des bottes, ça prend des vestiaires. Okay? Mais il y avait aussi un petit café. Il y avait aussi une belle grande salle pour la remise des médailles lors des activités de compétition. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Est-ce qu'on peut, quand on a un problème de coût, qu'est-ce qu'on peut se permettre versus qu'est-ce qui est trop cher? 11% pour assurer la sécurité, le système de filtration, le système de ventilation, tout ça. Comment on peut réduire ça? Donc, il y a eu des exercices. Évidemment, quand on réduit ici, ça va plus vite qu'essayer de réduire ici. Là. Il n'y a rien à faire quand on a un petit pourcentage comme ça. Là. Donc, ça, on demande aux clients, est-ce que ça vaut la peine que vous dépensiez, est-ce que ça vaut la peine que vous dépensiez ces montants-là sur ces fonctions-là? Et le client se prononce et dit, ici, je trouve qu'il y a trop d'argent, ici, il n'y en a pas assez. Et là, avec les professionnels, on dit, bien, comment on pourrait enlever un peu d'argent ici, puis peut-être en remettre un peu plus là-bas, pour avoir un projet qui répond mieux aux besoins. Et ça, c'est un exemple. Bon, je vous ai parlé, la hauteur libre du plafond était de 15 mètres, on l'a descendu à 10 mètres, et puis ça a sauvé près d'1 million de dollars sur tout le bâtiment. Une intersection, on parle de rue ici. On avait une rue qui avait comme une espèce de rond. Là. Ça, c'est vers le centre-ville de Montréal. Ça, c'est vers un quartier résidentiel. Il y a 2 ponts. Un pont ici. La rue tourne, ça passe en dessous. Oui, ça passe en dessous, ça vient ici. Celui-là, il arrive du parc et il passe en dessous. On s'en va là. Ces 2 ponts-là étaient à refaire. Les ingénieurs en circulation ont dit, c'est pas compliqué, on met tout ça au niveau de la rue, on aura une rue qui part, pouf, ici, hein, droite, un feu ici aux 4 coins, on continue, si on va aller par là, on tourne un autre feu, on synchronise les feux, il n'y aura pas de problème, ça va bien fonctionner, et tout est beau. Mais parmi les 12 intervenants, intervenants qui étaient là, les 12 parties prenantes, les 12 ont dit non. Ça ne fonctionnera pas. Premièrement, dans le milieu ici, il y a une grotte préhistorique, très rare, en milieu urbain, et donc qui est préservée, qui est à préserver. Ensuite, il y a un parc ici, il y a un parc là, il y a des animaux urbains, ratons laveurs, écureuils, couleuvres et autres choses, que les gens de l'environnement ont dit non, on veut leur permettre le passage. Et là, s'ils passent sur la rue, ben, ils vont se faire écraser. Bon. Ensuite, il y avait les amis de la montagne qui disent c'est pas une belle entrée dans la montagne, ça va être congestionné, c'est pas beau, on n'aime pas ça. Bon, etc., etc. Pendant 2 ans, ça a gelé ce projet-là. Les gens n'étaient pas contents. On est arrivé, on a fait 12 parties prenantes, la solution envisagée ne faisait pas l'unanimité. On a fait, avec l'équipe des parties prenantes, trouver, d'abord revenir aux besoins, bien comprendre les besoins, que les experts en circulation n'avaient pas bien compris. Et de ça, ressortir des nouvelles solutions, séance de créativité, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et on obtient une espèce de carrefour giratoire un peu allongé en ballon de football, un ballon de football américain, ouais. Mais où toutes les directions sont possibles sans aucun feu. Hein, un carrefour giratoire, il n'y a pas de feu de circulation. Et aussi, ça permettait d'aménager un petit corridor souterrain, pas très gros, pour les petits animaux urbains. Il y a même des renards en plein centre-ville de Montréal. Ratons laveurs et autres, pour passer. Les écureuils. Ouais, les écureuils, on s'en fout un peu. Là, j'ai reculé. Hein? Pas les écureuils. C'est joli, quoi. C'est joli. Bon, voilà.
donc la prochaine, voilà, pour passer en dessous et puis aller rejoindre. La piste cyclable était intégrée, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, ils n'avaient pas bien compris les besoins et ils étaient arrivés avec une solution d'ingénieur en trafic, en circulation, qui ne plaisait pas à personne. Ensuite, donc ça a été rejeté et on est arrivé avec ça. Voilà. L'Insectarium de Montréal, autre projet intéressant. Design unique au monde. L'Insectarium de Montréal est réputé à travers le monde pour avoir une collection d'insectes vivants et d'insectes non vivants. Et c'est très, très populaire auprès des enfants. C'est un tout petit bâtiment qui ne faisait plus l'affaire et la Ville de Montréal a décidé de lancer un concours d'architecture au niveau du monde pour aller chercher les meilleurs architectes pour arriver avec le plus beau bâtiment pour cette collection-là qui est internationalement reconnue, si vous aimez les insectes. J'ai appris là que c'était une des plus belles collections au monde. Bravo, tant mieux. Encore une fois, l'argent public, dépassement de coûts impossible. En fait, je vais revenir à l'image encore. C'est un petit peu difficile à voir, mais c'est une serre, une énorme serre, avec toutes les problématiques que ça peut causer au Canada quand il fait moins 20 dehors, puis plus 30 ou plus 25 à l'intérieur. Donc, c'est beaucoup de soins, beaucoup d'entretien. Vous ne voyez peut-être pas, mais il y a 4 pics. Donc, la serre est en 4 serres, si vous voulez. Alors, une des propositions pour réduire les coûts, parce que c'est sûr, à un moment donné, ils sont arrivés si ça coûte trop cher, c'est qu'ils ont dit, au lieu de faire 4 pics, on pourrait en faire 3. Lui, il va un peu plus loin, lui, un petit peu plus loin, et le troisième va jusqu'ici. Ça réduisait de 1 million de dollars les coûts de la serre. Et pour les gens d'entretien, c'était beaucoup plus facile à entretenir. Il y avait 3, il restait 2 creux au lieu de 3. Et c'est là le problème d'aller nettoyer ces creux-là. Parce que là, il faut faire venir une grue. Puis, il y a juste un petit trottoir. Il faut être attaché. C'est assez compliqué. Et ça cause... la neige s'accumule ici avant de fondre. Ça fait plus de neige à capturer. En tout cas, passer de 3 à 4, de 4 à 3 pics comme ça en haut, c'était une grosse économie et en coût de construction et en coût d'entretien. Parce qu'on regarde ça aussi. On ne va pas juste réduire le coût d'un projet au détriment de l'entretien. Il faut, après ça, pouvoir vivre dans ce bâtiment-là. Ça fait partie des besoins. Bon, un autre exemple. Donc, ça a permis de... Et c'est des résultats qu'on trouve souvent, pas juste dans ce projet-là, mais dans plusieurs projets. De ramener le projet à l'intérieur de son budget. Vous commencez un projet, vous avez tel budget, vous commencez à concevoir, que ce soit un service bancaire, un service à la population, un bâtiment ou un logiciel, vous commencez, tout d'un coup, oups, ah, bon, on devrait rajouter ça, ah, mais on pourrait rajouter ça, et là, on perd un peu le contrôle. Ce qui était impressionnant chez vous, c'est en plus, il y a de l'inflation. Donc, le temps d'attente entre le début et l'estimation, il y avait eu 2 ans qui étaient passés, et ça avait pris 20%, c'est ça? Oui, juste sans rien faire, ça avait des fois, en fait, le contexte à Montréal, particulièrement ces temps-ci, c'est qu'il y a tellement de projets que tous les constructeurs, on parle du secteur de la construction, là, tous sont très, très, très occupés. Alors, quand ils reçoivent une demande de soumission, les prix ont augmenté en 1 an de 40%. 40%. Fait que c'est pas juste l'inflation normale au rythme de l'inflation, de l'augmentation du coût de la vie, mais c'est une condition particulière au contexte pas mal pan-canadien. Donc, il faut se contrôler encore plus. Ensuite, trouver des solutions innovatrices pour mieux répondre aux besoins. Ça, c'est un résultat très pertinent pour tout projet d'analyse à valeur. Encore une fois, là, pensez à votre domaine, à vous, vous avez des projets pour répondre aux besoins le mieux possible, au meilleur coût possible. Réduire le temps de réalisation, que ce soit en construction, que ce soit en programmation. Si vous pouvez faire le projet 20% plus rapidement, tout le monde est content. Okay? Améliorer l'acceptabilité sociale. Dans certains cas, c'est un critère important, très important. Comment on peut montrer que notre projet
On l'a vraiment travaillé, on a vraiment fait tous les efforts pour s'assurer qu'on répond bien aux besoins au meilleur coût possible. Chez nous, ça s'appelle RSE. Oui. C'est ça, responsabilité sociale de l'entreprise. C'est ça. Donc, avec ça, on peut permettre de prouver qu'on a fait tous les efforts. Ensuite, couper là où ça fait le moins mal. S'il faut couper, on ne va pas dire, OK, on enlève un étage au complet, sans réfléchir à quels besoins cet étage-là remplissait. Donc, il faut identifier les besoins et on donne une hiérarchie aux besoins, pardon. Donc, avec le client, c'est quoi qui est le plus important pour toi? C'est quoi où on ne doit pas couper? Et puis, s'il faut couper, où est-ce qu'on peut couper sans que ça fasse trop mal? J'explique souvent le cas, lui, il l'a entendu quelquefois, on veut perdre 10 kilos, ben, on peut se couper un bras, on va perdre 10 kilos instantanément. Okay? On a un édifice, on coupe tout un étage. C'est facile, là. C'est voilà, on enlève ça. On coupe un bras, fini, on vient de perdre notre 10 kilos. Tu veux parler des employés qu'on… On se coupe un bras, 10 kilos de moins. Ah, on est content, on pèse 10 kilos de moins. Mais ça fait mal et ça ne se répare pas vraiment, pas facilement. Alors, c'est la même chose dans un projet. Ah, on va enlever tout ça. On n'a pas l'argent, on enlève tout ça. Mais êtes-vous bien sûr que vous enlevez quelque chose à la bonne place? Êtes-vous bien sûr de procéder à une coupure qui a un intérêt? Puis est-ce que vous enlevez quelque chose qui n'est pas très cher, puis finalement vous en enlevez beaucoup, mais peut-être qu'il y a quelque chose de cher, qui coûte cher à quelque part, qui ne répond pas très bien aux besoins qu'on pourrait enlever facilement et sauver beaucoup d'argent. Donc, l'analyse de la valeur permet d'identifier ces endroits-là où on peut couper sans que ça fasse trop mal ou où il ne faut pas couper parce que là, ça va faire mal. Augmenter le niveau de confiance en la solution. Quand vous mettez 8, 10, 12, 15 experts autour de la table et qui vont analyser votre projet pendant 2, 3, 4, 5 jours, bien, si vous faites confiance à ces experts-là, c'est sûr qu'au bout de la ligne, vous allez avoir confiance en la solution qu'ils vont apporter. Alors, c'est des experts en informatique, c'est des experts en service à la population, c'est selon votre secteur. Mais vous choisissez les meilleures personnes pour être autour de la table, pour qu'ils puissent vous arriver avec des propositions pour améliorer votre projet. Je crois que c'est terminé avec ma présentation. Donc, l'analyse de la valeur, c'est une démarche qui existe, qui n'est pas nouvelle, qui évolue, qui n'est pas rendue beaucoup en Suisse encore et qu'on espère, en vous rencontrant ce soir, que vous pensez à vos projets et vous dites non, si vous voulez, hein, moi, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on l'essaye, que ça pourrait être un outil qui pourrait nous aider dans nos projets ici, chez nous ou ailleurs. Alors, c'est ce qu'on voulait vous présenter ce soir. Alors, merci beaucoup, Lucie. Bravo. Merci. Moi, je voulais juste vous faire part donc, de ce mois d'intégration, de vivre l'analyse de la valeur au Canada. Et la première chose que j'ai posée comme question aux architectes qui étaient autour de la table, c'est « mais ça ne vous dérange pas qu'on vienne vous challenger sur le travail que vous avez dû faire mais que vous auriez… et comment vous nous percevez, nous, extérieurs, arrivant en disant « attendez, mais vous n'avez peut-être pas pensé à mettre les fenêtres assez hautes, assez bas ?» Et alors, parce que, voilà, alors il y a eu deux réactions. La première réaction, c'était de dire « oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait venir le concepteur, on a fait venir un autre architecte pour pas qu'il défende son bébé à tout prix et qu'il y ait un avis plus neutre sur la question quand on le challengeait par tous les autres. » Donc ça, c'était une première réponse. Et puis, l'autre réponse de ces architectes, ils ont dit « non, nous, ce qui est super, c'est qu'on apprécie que ça soit fait par une entité externe. C'est-à-dire que ça nous permet de dire bah, ce n'est pas nous qui disons ce qu'il faut réduire, c'est bien une personne externe qui a fait parler tout le monde pour dire là où ça pouvait être réduit. » Donc ça l'apport de l'externe a été quelque chose d'important. Par contre, ils ont dit « ah ouais, mais ce n'est pas à nous de payer. Hein. » Ça, c'est à la ville de payer. Ben là, c'était en l'occurrence la ville. Mais nous, on est tellement ric-rac sur le temps qu'on a et qu'on a estimé
Par contre, ça, c'est à la ville de payer tout ça. Mais souvent, les clients qui vont décider d'utiliser l'analyse à valeur doivent développer une relation avec les professionnels qui travaillent sur leur projet. Quand il y a des professionnels externes, il faut leur faire comprendre que dans leur contrat, il y aura une analyse à valeur. C'est la prérogative du client d'exiger de ces professionnels qui doivent participer à une analyse à valeur. Okay? Et certains architectes ou ingénieurs ou spécialistes qui ne connaissent pas ça, donc on les forme un petit peu pour leur expliquer ça va être quoi, pour les rassurer parce qu'ils disent « qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous, Luciparo, comment vous allez décider où est-ce qu'on coupe? » Oh, c'est pas ça qu'on fait, là. Ensemble, on va analyser quels sont les besoins qu'on cherche à combler et quelle est la meilleure solution pour les combler. Et le fait, ils ont rarement la possibilité de s'asseoir tout le monde autour de la table pour discuter de ça. Et ça, c'est un gros, gros plus. Parce que souvent, ils vont aller rencontrer un, ils vont aller rencontrer l'autre, comme ça, mais ils n'ont jamais l'opportunité de s'asseoir tout le monde ensemble. Et à l'analyse à valeur, c'est ça. On s'assoit toutes les disciplines ensemble. Toutes les disciplines qui sont impliquées dans le projet, on s'assoit. Alors, quand c'est un petit projet comme la création d'une nouvelle garderie, bien, il va y avoir quelqu'un du comité de parents, il va y avoir la directrice de la garderie, il va y avoir l'architecte qui va concevoir la garderie, il va y avoir comment on va circuler autour de la garderie, n'importe. Quand c'est un logiciel, bien, ça va être les différentes personnes impliquées dans ce logiciel-là, mais c'est ensemble qu'on va dire « Ah, je crois que ce besoin-là n'est pas très bien satisfait avec la solution qu'on envisage. » Parce que je n'avais pas bien compris le besoin. Fait que là, on n'est pas ensemble et on peut discuter ce besoin-là, mieux le comprendre et ainsi trouver la meilleure solution. Il arrive des fois, au bout de la ligne, après une analyse à valeur, on va augmenter le coût du projet parce qu'il ne satisfaisait pas les besoins. Le client perçoit ça. Quand il reçoit la proposition des gens impliqués dans le projet, il regarde et il dit « Ouais, mais il nous manque ci, il nous manque ça. Je ne suis pas à l'aise avec la solution envisagée. » Donc, il demande une analyse à valeur. Nous, on est de l'externe, on est totalement neutre, aucune implication avec les concepteurs. Donc, on est capable d'analyser le projet, de dire, bien, voici la distribution des coûts que je vous ai montré tout à l'heure, voici où sont les coûts. Et là, tout le monde est toujours surpris de dire, ah, mais je ne savais pas que telle fonction coûtait si cher. Je ne savais pas que tel besoin coûtait si cher. Ou tel autre besoin, ça coûte presque rien. Alors, quand on regarde, au lieu de regarder les solutions, combien chaque solution coûte, mais on fait l'adéquation avec les besoins qu'on cherche à satisfaire, on a un autre point de vue. C'est le même argent, mais on le voit différemment. Et ça parle beaucoup plus aux clients. Donc, c'est leur prérogative aux clients de demander une analyse à valeur. Et il y en a de plus en plus qui le font à travers le monde. On espère qu'en Suisse, ça se développe aussi. Alors, on vous remercie d'être venus. On espère que vous avez apprécié.